Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Les États-Unis d'Amérique tiennent leur 45e président. Son nom, Donald Trump. Il a été élu, donc, il y a quelques heures, après avoir battu Hillary Clinton, la candidate démocrate. Il va donc remplacer le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche Barack Hussein Obama, qui vient de passer 8 ans à Washington. Quel est le sens qu'il faut donner à cette élection de Donald Trump à la Maison-Blanche? Peut-on conclure que la politique des États-Unis, notamment pour ce qui concerne l'international, pourrait avoir une nouvelle orientation? Faut-il penser également à une nouvelle orientation de la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique? Ce sont des questions sur lesquelles nous reviendrons dans le courant de cette émission 237 le débat. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237, le débat, ce soir, des enseignants, politologues, économistes, hommes politiques pour commenter cette actualité. J'introduis tout d'abord Ariel Itedem. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duval-Fangois. Merci d'être venu sur le plateau de 237, le débat. C'est moi qui vous remercie et je profite pour dire un bonsoir à Camerounais la diaspora. Alors, je voudrais juste préciser à l'intention donc des téléspectateurs de 237 le débat que vous êtes enseignant, bien évidemment, mais que vous avez également vous avez vécu pendant quelques années aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, vous continuez à dispenser des leçons dans un certain nombre d'établissements scolaires, de lycées ou d'universités de ce côté-là. Donc, vous connaissez assez bien les États-Unis et c'est donc à ce titre que nous avons convié sur ce plateau ce soir pour commenter donc cette actualité en rapport avec les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Amérique. Merci donc d'être venu sur ce plateau. J'introduis également le docteur Georges Edimo Mongori. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. Merci, c'est renouvelé, c'est un plaisir toujours d'être avec vous, avec vos téléspectateurs, dans le pays, au niveau de la diaspora. C'est toujours une bonne soirée partagée. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes économiste, mais vous avez également fait des études de sciences politiques. Serge Sor, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux téléspectateurs de Kinox Télévision et surtout un salut particulier encore une fois de plus aux familles qui ont perdu des fils ou des filles lors de la catastrophe des ECA. Alors, l'actualité dans votre formation politique, l'UPC, c'est, il me semble, des sanctions. Oh, pas vraiment. Il y a quelques cas d'indiscipline que nous avons maîtrisés parce que les sanctions à l'UPC ont une procédure et je pense que ceux qui voulaient aller très vite en besogne vont rejoindre, n'est-ce pas, les rangs de la discipline, la déontologie du parti. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes homme politique, vous êtes de l'Union de la population du Cameroun et vous avez, je crois, fait des études supérieures en ce qui concerne l'histoire et d'autres choses. Merci d'être venu. J'introduis également Martial Zanga. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous vos téléspectateurs, que je sais très nombreux à l'écoute de ce programme. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà. Vous êtes donc à l'université de Douala et vous vous intéressez beaucoup aux sciences politiques et vous allez donc nous permettre peut-être de bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Je voudrais commencer avec le docteur Ayen Itedem. Vous avez passé, je crois, au moins 15 ans aux États-Unis. Tout à fait, oui. Et vous avez enseigné, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, dans un certain nombre d'établissements, notamment en Louisiane. Oui. Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer aux États-Unis? C'est une surprise pour vous qu'on en soit à ces résultats-là, Donald Trump vainqueur contre Hillary Clinton? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'Amérique profonde qui a parlé, qui s'est exprimée. Et en réalité, nous autres qui habitons de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons pas eu la bonne information. Il y a eu une information sélective, n'est-ce pas, par notamment les manias des médias du côté de l'Europe occidentale et qui ont réussi à imposer, n'est-ce pas, leur point de vue ou des vues qui étaient liées à leurs souhaits. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe occidentale est fondamentalement socialiste et libérale.
Et c'est tout à fait, je vais dire... Nous avons donc normal. été trompés dans les sondages. L'information, oui, c'était une information sélective. C'était pas parce qu'il y a plusieurs sondages, il faut le dire. Les sondages évoluent en fonction de la situation politique sur le terrain. Et on ne nous a pas montré toute l'évolution des sondages. Et je dois vous dire qu'en cela, il y a une chaîne de télévision et qui est très proche du Parti républicain, qui n'est pas regardée ni ici en Afrique francophone, ou qui est très peu regardée, encore moins en Europe occidentale, c'est Fox News. Fox News, c'est la chaîne qui vous donnera, n'est-ce pas, la quintessence de ce qui se passe dans le Parti républicain. Donc je dis, l'Amérique profonde a parlé, et si vous regardez, n'est-ce pas, la cartographie des États qui ont élu Trump, vous voyez que c'est l'Amérique profonde, cette Amérique qui est loin des centres cosmopolites. Vous voyez bien, les démocrates ont gagné en Californie, ça on le sait, et au nord de la Californie, et puis beaucoup Côte plus Est, côte Ouest. la côte Est, côte Ouest, encore qu'à partir de la Caroline en descendant jusqu'en Floride, c'est les républicains qui gagnent. Voilà. Donc là, ce qu'on observe, c'est que l'Amérique, Trump, le message qu'il portait, était proche des aspirations d'une bonne frange de la population américaine des républicains. Et je dois dire qu'avant même que Trump ne parle... Ce message-là, quoi? C'est le message des conservateurs. Tout à fait. C'est le message des conservateurs. Je dois dire que d'ailleurs, les conditions étaient réunies pour que les républicains arrivent au pouvoir. Si vous êtes un observateur averti de la chose politique américaine, vous allez vous rendre compte que chaque fois que l'économie va bien, quand ça va bien, quand ça va mal, là on fait appel aux démocrates. Quand l'économie va bien, comme c'est le cas maintenant, il y a une double condition. La deuxième condition, la première étant l'économie va bien, la deuxième, les États-Unis n'ont plus cette position dominante, hégémoniale à l'extérieur. Ça, c'est les conditions qui sont réunies pour qu'un républicain arrive au pouvoir. Et les conditions étaient réunies. Alors, malgré le flasque de ce candidat qui était très moyen, vous voyez, il a réussi à gagner et gagner de la belle manière. Parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de flasques, cette histoire de mur, cette histoire envers les musulmans, c'était pas du politiquement correct. Et je dois dire qu'il a été finalement ébranlé par quelque chose qui touchait aux valeurs fondamentales des républicains, des valeurs familiales. Alors, on revient à vous tout à l'heure, Ariel Nizedem et Georges Denis Mongori. Est-ce que lorsqu'on regarde ces résultats-là, c'est vrai qu'à un moment donné, en écoutant les sondages, on avait le sentiment qu'on glissait vers l'élection d'un démocrate, notamment Hillary. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques jours, je crois à une semaine de cette élection, certains sondages donnaient évidemment la victoire de Trump. Aujourd'hui, avec cette élection-là et de cette façon-là, c'est une surprise pour vous? Oh, ben écoutez, j'ai l'impression que, en effet, comme le disait mon prédécesseur là, on n'avait pas toute l'information, mais quand vous analysez de très près, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui, de manière très évidente, vous poussent tout simplement à comprendre que M. Trump bénéficie d'une situation, il exploite les faiblesses non pas d'Hillary Clinton, mais de Barack Obama. Parce que Barack Obama, dans ces 8 années qu'il a passées, c'est vrai, il a permis aux États-Unis de sortir d'un certain déclin, il a pu créer plein d'emplois, mais toujours des emplois à bas salaire. Donc, vous voyez, il y a un vif sentiment de déclassement social aux États-Unis, c'est-à-dire que les revenus médianes qui s'établissaient autour de 57 000 $, 58 000 $ en 2001, après le passage de Clinton, ont décliné et se sont établis aujourd'hui à autour de 55 000 $. Ça veut dire que les Américains, dans leur ensemble, aussi bien les Noirs, les hispanisants, que beaucoup d'Européens moyens, ont perdu leur réel pouvoir d'achat. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, à côté de ça, il y a ces valeurs républicaines, les valeurs éthiques. Lorsque vous allez faire la campagne
pour l'avortement, comme l'a fait Hillary Clinton. Son prédécesseur, Obama, a plaidé pour l'homosexualité. Vous comptez sur quoi? Les Américains, c'est un peuple essentiellement puritain. Lorsque vous touchez à ces valeurs, vous êtes sûr que vous aurez une réplique, et c'est cette réplique qui est arrivée aujourd'hui. Obama a donc créé une situation, même si pour nous, Africains, nous avons souvent le sentiment que c'est un noir et qu'il a fait bouger un peu les lignes, mais dans le fond, il était totalement en désaccord avec les valeurs essentielles de la société américaine, et en plus, au plan international, il n'incarnait pas ce que les Américains aiment avoir, parce qu'en fait, il faut le reconnaître, il y a une recomposition totale des rapports de force classiques. Aujourd'hui, nous voyons sur le plan économique la Chine qui rivalise en termes de PIB et qui est même sur le point de dépasser les États-Unis. Donc, et l'Inde qui s'approche et tout le reste. Donc, l'Amérique est un peu ébranlée, elle ne tient pas le coup ni à gérer les grandes crises, que ce soit en Libye, en Irak, un peu partout dans le monde. Donc on voit une Amérique sous Obama qui est un peu affaiblie, qui ne tient pas le poids devant les Européens. On a vu le président français qui dictait carrément devant Barack Obama, le sortant, là, comment on l'appelle, le petit, là. Avant Sarkozy qui faisait passer beaucoup de choses, et l'OTAN qui quelque part pesait. Je crois que nous sommes en train d'aller dans une zone qui a beaucoup d'incertitudes quelque part, mais un repli stratégique autour de l'État américain, parce qu'en fait il s'agit aujourd'hui, la croissance, elle est revenue, elle est accélérée, elle s'établit autour de 2,5%, ce qui est bien pour un État de ce type, donc largement au-dessus de ce que vivent les Européens, mais il faut quand même dire que beaucoup d'Américains, 50% au moins des Américains ont le sentiment d'être reclassés, de rechuter dans la classe des pauvres. C'est vrai, l'industrie automobile, ça va très bien, ils ont payé 15 millions d'emplois en un an, l'immobilier même est revenu en surface, mais en gros, on a détruit trop d'emplois qui étaient bien payés pour créer trop d'emplois, beaucoup plus d'emplois qui sont mal payés. Donc du coup, vous voyez ce que ça fait. En fait, c'est le porte-monnaie. On a tapé sur le porte-monnaie des Américains. Et Donald Trump, il a su utiliser ça. Il dit... Ma politique, à moi, c'est l'américanisme et non le globalisme. Voilà, c'est l'américanisme. Donc, c'est défavorisé d'aujourd'hui. C'est avec eux que je vais dormir. C'est avec eux que je vais faire tout. C'est ça le message de Donald Trump. Et je ne vais jamais toucher vos valeurs familiales, vos valeurs éthiques. Lui n'est pas dans les trucs de l'avortement. Il est contre ça. Donc, il a su jouer très habilement sur un clavier. Et ça, j'avoue que pour quelqu'un qui n'a jamais été dans la politique, qui n'a jamais eu un mandat électoral, même pas simple conseiller municipal, il faut dire que c'est quelqu'un qui a su tirer son épingle du jeu, et il faut dire vraiment, c'est un coup de chapeau. Alors, Serge Soron, sur cette question-là, finalement, les éléments qui permettent de bien cerner, de bien comprendre, de bien décrypter cette situation politique aux États-Unis en ce moment, ils sont d'ordre historique ou il faut essentiellement chercher dans la science politique? Non, moi je crois qu'il faut connaître un peu l'histoire des États-Unis. C'est une histoire récurrente. Si on s'approche déjà sur le simple principe sacro-saint de l'alternance, on va voir qu'en 20 ans, tous les 2 mandats, on change de président. Aux États-Unis, c'est capital. Dès que vous avez fait votre travail, on vous remercie. Il y a aussi cette volonté, n'est-ce pas, de renouveler la classe politique et les idées. Seulement, il faut d'abord saluer le peuple américain qui a su, n'est-ce pas, comme Barack Obama avait réussi à casser la baraque, parce que vous triomphez d'une idéologie qui voudrait qu'un homme entre 2 couleurs, noir,
Et remercions aussi Donald Trump qui a permis aux Africains de ne pas être trompés par les médias. Parce que les médias aux États-Unis préparent en fait l'opinion. Et on les choisit pour cela. Ce qu'on nous disait, parce qu'il y a au moins 3 critères qui justifient l'échec de Clinton. Les Américains ne voulaient pas un mari et madame président. Ça, c'est pas normal. Et puis les Américains, dans leur histoire, c'est un peuple pas trop prêt à donner le pouvoir aux femmes. De par leurs histoires d'abord. Les immigrants étaient d'abord des hommes. Ces gens que vous voyez faire du rodéo, mâchonner, du tabac, mais ils ne sont pas prêts à donner le pouvoir à un homme. C'est une réalité. Une femme. Deuxième chose, les démocrates venaient de faire leurs 2 mandats. Et les résultats au niveau du Congrès se voyaient déjà. Tout avait été raflé pour dire à Obama que merci, tu as nettoyé les étapes du roi Ogias. Maintenant, merci pour ton travail, on va te laisser partir. Et c'est pour ça qu'une certaine convenance politique, un certain star system voulait qu'on ne passe pas par là, qu'on maintienne quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas possible. Moi, j'ai discuté avec des amis qui sont aux États-Unis et qui me disaient que ce qu'on vous raconte là-bas est faux. Ici, chez nous, celui qui a le vent en poupe, c'est ce gars qui a battu tout le monde chez les Républicains. Parce que ce que les gens ne savent pas, Donald Trump avait voulu plusieurs fois être candidat. Et chaque fois, quand il sentait que ce n'était pas le moment, il se repliait. Cette fois-ci, il a senti que c'est le bon coup. Il a parlé aux Américains, le langage qu'ils veulent entendre, et il leur a dit la réalité géopolitique actuelle, qui veut que, après avoir réussi à bousculer le monde pendant un moment, il faut que les Américains se replient sur eux pour se reconstruire, parce qu'ils sont en train de s'appauvrir. Les États-Unis, ils sont un pays riche, mais qui a beaucoup de pauvres. Et il a dit, je vais m'occuper des pauvres. Et on lui a donné des voix. Et il faut que les Camerounais le comprennent. Quand on regarde les chiffres, en réalité, il n'y a pas eu autant d'électeurs que, par exemple, le candidat malheureux aux premières élections de Barack Obama a eu. Trump a gagné avec moins de voix que celui qui a perdu face à Obama en 2008. Mais sauf que, en 2004, sauf que ceux qui étaient venus en masse pour voter pour Barack ne sont plus revenus voter parce que l'enjeu, le travail de Barack était fini. Et lui, il a mobilisé ceux qui avaient les problèmes. Quand on a observé la campagne, à un moment donné, Hillary Clinton c'est un peu, n'est-ce pas, délaissé. Elle n'a pas voulu s'intéresser aux États de la Middle State, c'est-à-dire les États qui sont entre les deux côtes au milieu des États. Elle pensait que c'est du gagné. Et c'est là on a vu tout est rouge. Donc, les Américains, en réalité, ont choisi l'homme qui leur convient le mieux. Et il faut que pour les peuples africains, pour le peuple camerounais, ceux qui ont compris ce message réalisent que quand un peuple veut, aucun lobby ne peut lui permettre de changer d'avis, parce que Trump a gagné contre tous les lobbies. Le lobby des médias, le lobby des finances. Milliardaire comme il est, il a dépensé le moins que quelqu'un qui collectait les fonds comme Hillary Clinton. Ça, c'est des messages forts. C'est pour dire, par exemple, que les jeunes Camerounais peuvent décider en 2018 qu'ils changent de président, quel que soit le discours convenu que la presse annonce souvent là, le champion, ils gagneront et ils mettront celui qu'ils veulent. Et celui-là va être obligé de faire ce qu'il a promis parce qu'il sera légitime. Et je crois qu'il faut saluer Trump. Il a montré une autre manière de faire de la politique. Alors, Bachar Zanga, sur cette question-là, lorsqu'on a écouté le candidat Donald Trump pendant toute la campagne électorale, on avait le sentiment qu'il n'était pas celui pour lequel les Américains voteraient. Des déclarations un peu violentes, parfois brutales à la limite. Certains l'ont même qualifié de personnage grossier. Lui-même disait n'être pas un candidat de l'establishment, ainsi de suite. Et du coup, le sentiment qu'on avait effectivement, c'est qu'il ne passerait pas. Alors aujourd'hui, avec ces résultats-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les sondages qui ont été truqués, ce sont ceux qui envoient les signaux, qui envoient des mauvais signaux, ou bien on n'a pas eu la réalité sur le terrain. Je pense pour ma part que, et bien évidemment à la suite de ce que les autres panélistes ont dit, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était en réalité l'avènement d'une rupture avec un certain nombre de traditions qui étaient devenues séculaires aux États-Unis. Je pense que le signal qui consistait à dire que Donald Trump ne passera pas était plus fondé sur la façon dont la vie politique américaine se lisait, notamment
les élections présidentielles, la posture du candidat, le discours du candidat, sa capacité à avoir un certain nombre de développements sur des dossiers essentiels de la vie, d'abord politique interne américaine et puis sur des sujets internationaux. Il semble effectivement que le candidat Donald Trump n'arrivait pas à rentrer dans ce canevas, ce qui a fait dire à bon nombre d'analystes qu'effectivement les Américains ne voteront pas pour lui, mais n'avaient pas pris en contexte la situation des États-Unis. Donc en fait, c'était un Donald Trump vu d'Europe plutôt qu'un Donald Trump vu des États-Unis. Effectivement, vu d'Europe plutôt que vu des États-Unis, mais vu surtout avec les lunettes de la tradition de la vie politique américaine. Je pense que le candidat Trump marque une rupture, effectivement, dans les façons de faire. Il me semble que c'est pour la première fois un candidat qui a été aussi osé pendant une campagne, osé dans le propos, osé dans le ton, osé dans la posture, et donc effectivement qui rompait avec toutes les façons d'être, toutes les façons de faire que la plupart des politiciens américains. Mais qui finalement est une attitude propre aux Américains. Effectivement, qui répondait avec le peuple profond, c'est-à-dire américain, ce style exubérant, ce style libre, à la limite des enthousiasmes, effectivement, mais surtout d'autant plus qui coïncidait avec un certain nombre d'attentes, qui ne sont pas seulement les attentes du peuple américain. Si vous regardez un peu aujourd'hui ce qui se passe en Occident, vous allez voir que les partis de droite et peut-être même d'extrême droite sont en train de reprendre du dessus, ce qui correspond à une sorte de repli contre cette globalisation qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui fait en sorte qu'aujourd'hui les États sont confrontés à des phénomènes internationalisés. Quand on vous parle par exemple de la crise des migrants de Syrie qui va faire tomber certains régimes au niveau de l'Europe, des votes sanctions à cause des politiques qui ont été appliquées, les États-Unis sont effectivement dans une telle posture. N'oublions pas que il y a la résurgence de l'URSS dans les affaires, dans les grands dossiers du monde, avec des positions suffisamment tranchées, suffisamment radicales, et on a vu les États-Unis parfois chancelants, qui avaient perdu de leur fermeté, incapables de l'unilatéralisme qui les caractérise très souvent. Donald Trump est venu avec un discours du renouement avec comment je vais dire, le caractère, le comportement des Américains d'antan, redonner aux Américains le rêve dont ils sont porteurs. Et je pense que ce discours-là a convaincu plus d'un, contrairement à ce qu'on pensait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'attendait à ce que les électeurs se focalisent sur les attitudes du personnage, sans tenir compte du fait que le discours qu'il leur donnait était un discours qui coïncidait avec leurs attentes les plus légitimes. Donald Trump, effectivement, au-delà des bouts qui ont travaillé sa campagne, il y a que, effectivement, il a réussi à redonner de l'espoir aux anciens blancs qui étaient pratiquement les laissés pour compte de l'establishment de Washington, de sorte que le vote auquel on assiste aujourd'hui, de mon point de vue, semble être d'abord un vote de sanction pour le régime qui s'en va, le régime de Barack Obama, qui était porteur d'espoir, mais qui n'a pas accouché grand-chose de mon point de vue, mais aussi et surtout un vote d'un peuple qui était en attente d'une sorte de, non pas de messie, mais de quelqu'un qui viendra un peu rompre avec cette bureaucratie, j'allais dire figée, tellement austère et ténébreuse, c'est-à-dire imperméable. Vous avez vu, Trump était libre, son discours était libre, il était accessible. C'est l'homme qui se permettait de se tromper sur des questions sans avoir à en rougir. Et je pense que cette sincérité a payé à la fin de ce 8 novembre 2016. Alors, Aïe Tedem, sur cette question-là, peut-être qu'on a dû commencer par cela. En quoi est-ce que une situation comme celle se passe aux États-Unis, en quoi est-ce qu'une élection comme celle-là nous intéresse? Nous, au Cameroun, nous, en Afrique, nous, à travers le monde. C'est vrai que Serge Torot a tenté une incursion dans ce sens-là pour expliquer un peu comment on devait faire un rapprochement avec notre pays. En quoi est-ce que une élection comme celle-là, peut préoccuper les Camerounais, les Africains? Oui, déjà ça peut préoccuper parce qu'il s'agit là de la plus grande puissance. Donc ce qui se passe aux États-Unis affecte le monde entier. Et vous avez suivi le discours de Angela Merkel, qui a dit clairement sa préoccupation par rapport au nouveau dirigeant des États-Unis. Il lui a rappelé que ces décisions auront un impact planétaire, mondial.
Donc il y a déjà cela. Et maintenant, pour arriver en Afrique ou bien au Cameroun, pour être plus direct, ce qu'on a observé aux États-Unis, c'est que ce n'est pas un politicien de carrière. C'est un homme d'affaires qui est venu et qui ne s'est pas forcément entouré des éminents politologues. Il est venu avec, n'est-ce pas, son pédigré d'homme d'affaires qui a réussi dans les affaires. Et il a regardé la situation de ce point de vue. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ce n'est pas forcément les hommes politiques de carrière qui peuvent bien réussir les élections. Donc, si on devait faire un rapprochement avec le Cameroun, c'est peut-être de dire que peut-être qu'il faut aller vers des candidatures indépendantes. Peut-être que s'il y a des candidatures indépendantes au Cameroun, on pourrait voir peut-être pourquoi pas de Trump. Cela dit maintenant, c'est les élections. Vous savez, faire campagne pour gagner l'élection, c'est une chose, diriger, c'en est une autre. Et pour le cas des États-Unis, il faut se dire qu'il y a d'autres enjeux que ces élections charrières. À savoir que non seulement les Américains étaient appelés à élire leur 45e président, mais il était question de renouveler une partie de la Chambre haute, c'est-à-dire du Sénat, et de renouveler la totalité, n'est-ce pas, de la Chambre des représentants. Or, on sait bien quel impact le Parlement américain a sur la gouvernance, a sur la gestion des affaires publiques aux États-Unis. Par exemple, un exemple très simple pour qu'on comprenne, le président Trump ne peut pas nommer n'importe qui ministre aux États-Unis. Toutes ces nominations sont passées, n'est-ce pas, au crible, je veux dire, à la validation du Sénat. Absolument. Donc, s'il propose un ministre et le Sénat estime qu'il n'a pas les capacités, il n'a pas les compétences acquises, pour être ministre aux États-Unis, celui-là ne pourra jamais être ministre. Donc, ils ont un système quand même. Bien que ce Parlement n'ait pas le pouvoir de contrôle de l'action de l'exécutif. Oui, mais ce Parlement a un pouvoir de décision très important. Et la couleur de ce Parlement, n'est-ce pas, va affecter profondément l'action de Trump. Cela dit, maintenant, si votre question c'était de dire, d'essayer de savoir qu'est-ce qui pourrait changer sur la politique extérieure des États-Unis. En attendant qu'on revienne sur la politique extérieure des États-Unis et donc la coopération avec le Cameroun, parce que ce sera plus tard dans le courant de l'émission, je vais surtout voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon du point de vue de l'organisation de cette élection pour nous, Camerounais. Pour le Cameroun, il faut bien qu'on comprenne que ce n'est pas les politiciens de carrière qui peuvent, n'est-ce pas, faire les affaires, ce n'est pas eux qui peuvent faire bouger les lignes. On peut aussi avoir des Camerounais qui n'ont pas été en politique, n'est-ce pas, qui puissent mener à bien tirer leur épingle du jeu. Et cela dit, je voudrais quand même revenir sur l'implication économique de cette élection. Mon collègue d'en face en a parlé. Vous voyez, les républicains regardent la vie politique, la vie économique de façon différente des démocrates. Eux, ils privilégient les mécanismes de marché, alors que les démocrates privilégient l'action du gouvernement, l'intervention du gouvernement dans l'économie. Donc cela va, n'est-ce pas, transparaître dans les actions que Trump aura amenées, ou l'administration Trump, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, aura amené, puisque vous dites qu'on revient là-dessus. Alors, sur cette question-là, Georges Diomongori, nous, au Cameroun, on regarde cette élection et puis on se dit quoi? Qu'est-ce qu'on en tire? Oh, ben écoutez, rupture de trajectoire, c'est évident. Mais cette rupture n'intervient pas qu'aux États-Unis, on l'a vécu au Bénin, et on le voit de plus en plus. Un peu comme pour dire que le prochain président du Cameroun ne doit pas venir nécessairement des cercles de pouvoir. Il pourrait venir de la rue, il pourrait revenir de n'importe où. En fait, je pense que c'est une démarche extrêmement essentielle pour nos pays, pour l'Afrique d'une manière générale. Il s'agit de décrisper un tout petit peu l'environnement même de la politique et de laisser libre cours à d'autres opinions, notamment celles qui veulent faire valoir que, en fait, politicien de carrière ne veut pas dire que politicien parfait, politicien de carrière ne veut pas dire qu'on doit avoir accès toujours au chapitre. Je pense qu'il y a des gens
très très bien préparé. Monsieur Donald Trump, c'est un homme d'affaires accompli, à succès. C'est quelqu'un qui sait... Il devrait faire des émules. Voilà, c'est quelqu'un qui... oui, mais c'est la même chose d'ailleurs, même si c'est à un autre niveau. Au Bénin, hein, celui qui dirige le Bénin, c'est quelqu'un qui était totalement établi, oui, dans l'économie. Donc quelqu'un qui, au départ, ne vient pas pour s'enrichir, quelqu'un qui est au-delà qu'est-ce que je vous dirais, au-delà du jeu des lobbies et du poids de ces lobbies, parce que en fait, les démocrates, c'est quand même les lobbies qui les font marcher. Donc, dès le départ, on sait jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez jamais faire. Mais dans le cas de Trump et dans le cas du Bénin, pour prendre cet exemple, rien n'est limité dès le départ. Donc, les électeurs devraient normalement faire beaucoup plus confiance à ceux qui ne sont pas tenus dans cet étau des lobbies. Maintenant, cette élection-là, pour nous, Africains, qu'est-ce que ça va vouloir dire sur le plan économique? Bon, moi, j'ai quelques appréhensions, j'avoue. J'ai des appréhensions parce qu'en fait, nous sommes dans un contexte global qui est tel que les États-Unis, nous sommes en train de naviguer dans une économie mondiale d'endettement. Il y a, d'une manière générale, une raréfaction des fonds. Du coup, pour attirer des excédents d'épargne sur les marchés financiers américains, la tendance sera de mener une politique désinflationniste, de réduire, de monter les taux d'intérêt. C'est ce qui s'est fait de toute façon dans la fin des années 70, lorsque le président, comment on l'appelle, le président américain à l'époque, le Texaquin, là, le long, là, avant Bush, avant Reagan, quand Reagan Reagan arrive au pouvoir, sa première disposition politique désinflationniste, attirer les excédents d'épargne vers les marchés financiers américains, donc proposer des taux d'intérêt intéressants, mettre en place et la désintermédiation bancaire, le décloisonnement de marché, la déréglementation, ce qui permet naturellement à tout investisseur de s'intéresser. Sauf que quelque temps après, on se retrouve avec le choc pétrolier. C'est ça justement. Oui. La conséquence est que nous qui avons emprunté à l'époque, dans les années 70, à l'époque où l'accès aux finances était facile, nous nous sommes retrouvés avec des crédits beaucoup plus chers parce que le taux d'intérêt est monté et il y a ce risque aujourd'hui parce que les États-Unis, pour se rebâtir ces santé, auront besoin de beaucoup de financement et eux, ils s'en foutront comme les républicains sous Reagan l'ont fait. Moi, j'ai peur que Donald Trump le fasse avec nous parce que nous, en ce moment, avec la chute des cours des matières premières, plusieurs États sont en train d'aller progressivement vers un surendettement et bientôt de nouveaux ajustements structurels seront déclarés et ceux qui seront entrés dans l'ajustement structurel, si les taux d'intérêt sont montés, ils devront payer parfois beaucoup trop cher et ce sera très difficile. Pour nous, tout à l'heure sur les implications, sur comment il faut concevoir la politique internationale des États-Unis avec Trump, que ce soit du point de vue purement, strictement politique, que sur les implications économiques. On reviendra sur cette question-là. Alors, Martial Zanga, avant Serge Soron, sur cet aspect-là, nous autres Camerounais, en regardant ces élections-là, en regardant ces résultats, les leçons qu'on tire de votre point de vue, c'est quoi? De mon point de vue, je pense qu'on peut tirer 3 leçons. D'abord que l'alternance ne doit pas faire peur. En Afrique, l'idée d'alternance est une idée rebutante. On a tellement peur quand on pense à la succession à la tête de l'État, ça charrie beaucoup de polémiques et d'appréhension. Effectivement, donc voilà une alternance qui se passe au vu et au su de tous, sans que cela ne pose problème à qui que ce soit. L'alternance ne doit pas faire peur, ce d'autant plus que même lorsque les candidats
les candidats traînent des appréhensions comme celles dont M. Trump a traîné tout au long de sa carrière, appréhensions qui étaient d'autant plus justifiées que les faits se passaient Mondieu Vision. Il ne s'agissait pas de colportage de mauvaise presse. Je pense que les déclarations de Trump ont choqué plus d'un, mais cela n'a pas empêché qu'on respecte le verdict des urnes qui lui donnait vainqueur de l'élection. Donc c'est un respect de la souveraineté populaire qui s'exprime à travers le suffrage, qui est une leçon, même quand cette souveraineté sera mise au bénéfice d'un individu qui, sur le plan de l'éthique politique ou du moins de la déontologie politique, ne présente pas grand intérêt, mais respecter le choix souverain du peuple, il me semble que c'est une leçon importante de cette présidentielle américaine. Ouais, surtout qu'on a appris que quelques temps après l'officialisation de ces résultats, Hillary Clinton a appelé Donald Trump pour le féliciter, et Trump également a salué la qualité de la campagne de Hillary Clinton, promettant d'ailleurs à tous les Américains d'être le président de tous. Et effectivement, pas seulement Hillary Clinton, même George Bush, qui d'ailleurs l'a invité pour une séance de travail demain, pour travailler sur la transition. Je voulais vous parler d'une troisième... Barack Obama, merci. Je voudrais parler d'une troisième leçon, c'est cette fameuse idée de cette question de scrutin à 2 tours, scrutin à 1 tour. Il m'a semblé que pour ce qui est de l'Afrique, ou plus précisément du Cameroun, il y a un certain nombre de formations partisanes qui avaient revendiqué qu'il faille aller vers un scrutin à 2 tours. Je pense que l'élection américaine, même s'il s'agit d'un suffrage indirect, montre effectivement que le scrutin à 1 tour n'est pas si mauvais que ça. Il a ses avantages, il a ses inconvénients autant pour moi, mais il a également de très grands avantages. On vient de voir effectivement qu'en un seul tour... Bon, on est quand même dans un système, on est quand même au suffrage universel indirect. Oui, c'est ce que je précise, sauf que c'est un suffrage à 1 tour. C'est un suffrage à 1 tour. Et je le dis d'autant plus qu'il y a des mécanismes constitutionnels qui permettent éventuellement, lorsque il y a égalité des voix entre les grands électeurs, de pouvoir éventuellement se référer au Congrès à travers ces 2 chambres, l'une pour désigner, voter, élire le président de la République, l'autre pour le vice-président. Mais ce que je voudrais signaler ici, c'est que l'idée d'un scrutin à 1 tour, parce qu'il s'agit bien de ça, même s'il est indirect, il s'agit d'un scrutin à 1 tour, n'est pas aussi mauvaise que ça, et que les États africains qui ont adopté ce mode, n'est-ce pas, de scrutin ne devraient pas comment je vais dire ça, comme étant quelque chose de mauvais. Parce que voilà un scrutin à 1 tour qui vient de donner... Il n'a rien à voir avec ce qui est en pratique. Si vous permettez, voilà un scrutin à 1 tour qui vient de permettre à ce que un individu à qui bon nombre de factions se sont liguées contre réussissent quand même à briguer le mandat, parce qu'il n'a pas misé sa stratégie sur le mode de scrutin, mais plutôt sur la confiance du peuple. Sur la question. Bon, non. Moi, je vais d'abord rebondir en disant qu'il ne faut pas comparer les choses qui sont incomparables. Les systèmes pratiqués en Afrique n'ont rien à voir avec le système américain. En 2 siècles, il n'y a jamais eu d'égalité, parce que mathématiquement, c'est presque... Presque, il y a un principe. Quand c'est compliqué, on compte les voix. C'est-à-dire que quand on vous donne maintenant celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Donc il n'y a pas de comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe ici quand on parle de tour électoral. Maintenant, sur le message, là-bas il y a 2 mastodontes. Il n'y a pas 3 candidats pour qu'on puisse dire qu'en réalité on sait qu'il n'y aura que 2, même s'il y a 5 ou 6. Les 2 meilleurs partis font que rien que le coût, oui, mais on sait que rien que le coût électoral et le contrôle, et puis le principe même de l'acquisition de tous les grands électeurs une fois que vous avez gagné un État, alors qu'ils ne sont pas liés, mais les consignes de vote font qu'il n'y aura presque pas de problème. Et puis la cosmétique électorale qu'on a voulu faire autour de Trump. Trump n'est pas né avec une cuillère en bois dans la bouche, je vous en prie. Puis Trump est né avec une cuillère en or. Trump fait partie du star system américain. Mais il a seulement voulu dire qu'on peut aller contre l'appareil quand on croit en soi et triompher. Et il faut que ça, les Africains l'intègrent. C'est-à-dire qu'un parti qui est gouvernant, quand vous n'êtes plus d'accord, vous devez pouvoir le dire, quoi qu'on puisse vous faire. Sauf que nous sommes souvent des constructions, des gouvernances et non pas des politiques. Et il faut que les Africains commencent à comprendre que le métier de politique est un métier. Contrairement à ce que vous pensez dire, Trump, en fait, depuis, je crois, 3 mandats,
a toujours tenté d'être candidat et il a commencé à se préparer. Trump n'est pas ce qu'on a voulu décrire. Trump est féministe. Il est l'un des premiers opérateurs économiques à avoir désigné une femme pour diriger ses affaires, contre l'avis de son père qui a failli le déshériter. Trump n'est pas ce qu'on veut. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire ce pourquoi on voulait accuser Trump, par exemple, voler les impôts et vous en sortir, tout le monde le sait. C'est des caricatures qu'on a voulu construire autour de lui parce qu'on avait déjà la réalité du terrain qu'il va gagner. Donc, il faut faire attention. Au Cameroun, actuellement, nous avons la réalité du terrain. Et en Afrique, que les gouvernants qui sont là ont échoué. Mais personne n'ose prendre le risque parce que Trump a pris un risque. Hein. Ne croyez pas qu'aux États-Unis, là-bas, tout était donné. C'est pas pour rien que le FBI était chargé de sa sécurité dès qu'il a été retenu. C'est pas pour rien que partout où il allait, on s'arrangeait comme on s'arrange pour un chef d'État pour sécuriser, parce que quelqu'un pouvait l'abattre. Mais ici, chez nous, les gens n'ont pas ce courage-là, personne n'ose pas. Et après, la construction que nous avons critiquée des médias et des lobbies qui tombent, c'est ce que vous voulez dire. L'élection à un tour chez nous, il faut pouvoir le critiquer. Trump a dit que s'il n'était pas élu, il allait contester. Parce qu'il savait qu'aux États-Unis, ça se fait. Les machines commençaient déjà à avoir des problèmes dans certains États. Mais la menace qu'il avait fait peser sur le système a fait que les États-Unis ne pouvaient pas accepter une seconde fois, comme à la Bush Al Gore, que leur image soit écornée parce qu'elle est déjà suffisamment écornée. Et il faut que les Africains retiennent justement que dans les batailles politiques, souvent, il faut faire souvent feu de tout bois. Souvent, parce que quand le camp d'en face, parce qu'on a voulu pousser Trump à bout, on l'a caricaturé comme quelqu'un qui dénigrait les femmes, on l'a caricaturé, c'est qu'il a fait faillite plus de 5 fois, mais il n'est pas le seul. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, plus vous faites même souvent faillite, plus les banques sont prêtes à vous prêter parce qu'elles disent que vous accumulez de l'expérience. Je pense donc que la grande leçon que les Africains, surtout les Camerounais, doivent retenir, c'est que lorsqu'un système est à bout de souffle, il faut le pousser dehors, quels que soient les mécanismes. Aucun establishment ne peut venir à bout de son peuple. Or, les médias construisent une idée souvent selon laquelle les gens ne sont pas prêts. Les médias camerounais construisent, quand on veut parler, l'opposition n'est pas unie, ça c'est pas un discours. On vous dit tel, ils feront pareil. Ça c'est des discours préfabriqués pour décourager les peuples pour qu'ils n'aillent pas aux élections. À partir de ce résultat que nous venons de voir, il faut que les jeunes, moi je parle surtout aux jeunes, parce qu'ils sont la moitié du corps électoral. S'ils décident de changer, ils changeront. Leur sort est entre leurs mains. Les peuples ont les chefs qu'ils méritent parce qu'on réussit souvent à les distraire de l'activité la plus importante qui est l'activité politique. Alors, après avoir tiré ces leçons, je vous invite maintenant à analyser, si vous voulez, ce qui pourrait advenir de la politique internationale des États-Unis avec Donald Trump. Je pose la question à Ignitedem parce qu'on a écouté pendant la campagne électorale des choses quand même assez, j'ai failli dire, effroyables, au point où on a eu le sentiment que ça va être très compliqué avec Donald Trump. Sauf que, en écoutant Donald Trump, après la proclamation des résultats, si vous voulez, l'officialisation des résultats, on a le sentiment effectivement qu'il est désormais dans la posture d'un chef d'État et qui tient un discours qui est nettement meilleur, si vous voulez, politiquement correct, à la différence de ce qu'on a souvent écouté dans la campagne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va avoir une façon de voir différente de la politique internationale? Absolument. Les républicains et les démocrates aux États-Unis diffèrent fondamentalement en matière de politique étrangère. La politique étrangère des démocrates privilégie le dialogue, privilégie la diplomatie. La diplomatie, c'est la première chose à faire. La guerre, ça vient en dernier ressort. On a l'impression que les républicains privilégient beaucoup plus la guerre. Ils sont les va-t-en-guerre. Et, n'est-ce pas, ils portent cette notion selon laquelle les États-Unis doivent être le gendarme du monde. Et ça, beaucoup d'Américains... Vous sentez cela arriver avec Donald Trump? Oui, cela va arriver. Parce que lorsqu'on écoute, on pense plutôt que ça va être celui qui s'intéresse d'abord aux États-Unis, aux affaires américaines, avant de regarder ce qui se passe. Justement, c'est ce que j'allais dire sur le plan militaire, sur le plan la politique extérieure, la géopolitique. C'est ce qui va se passer. Donald Trump aura à cœur de refaire, n'est-ce pas, le retard que les Américains accusent au niveau, n'est-ce pas, du positionnement géopolitique. Parce qu'on a vu que la Russie a pris beaucoup d'avance sur les Américains aujourd'hui sur les affaires internationales. Donc Donald Trump aura à cœur de rattraper, n'est-ce pas, ce déficit
des États-Unis au niveau, n'est-ce pas, la conduite des affaires mondiales. Maintenant, sur le plan économique, c'est sur le plan économique que Donald Trump est pour un certain rétrécissement ou un certain protectionnisme. Il a rejeté, n'est-ce pas, des accords commerciaux avec des partenaires chinois ou ainsi de suite. Donc sur le plan économique, ils vont se replier sur eux-mêmes, c'est ce qu'il apprenait. Mais sur le plan de géopolitique, l'Amérique doit raffermir sa position de par le monde sur des grands conflits comme en Irak, comme en Syrie, comme, n'est-ce pas, ce territoire où la Russie a pris une partie, c'est en Ukraine. Donc, les États-Unis ont perdu beaucoup de terrain sur le plan extérieur. Donald Trump aura à cœur, parce que c'est un républicain, et parce que c'est comme cela que les républicains conçoivent la politique extérieure, de raffermir la position des Américains. Pendant cette crise avec l'Ukraine, justement, on a plutôt eu le sentiment que les Russes ont applaudi en voyant Donald Trump arriver à la Maison-Blanche. Ils ont été, je crois, les premiers. D'ailleurs, avant même la programmation officielle, je veux dire, avant l'officialisation des résultats, ils ont clairement manifesté la volonté. Oui, on a vu cela, mais comme je l'ai dit tantôt, les États-Unis auront à cœur de défendre leurs intérêts déjà. Donc, ils ne vont pas faire des cadeaux aux Russes. Les Russes, ils auront peut-être quelqu'un avec qui ils vont négocier beaucoup plus, mais ce n'est pas forcément que les États-Unis vont laisser du terrain aux Russes, ça il faut le reconnaître. Et maintenant, je disais que la politique extérieure sera imprégnée du fait que les républicains pensent qu'il faut relancer l'économie par l'offre, alors que les démocrates pensent qu'il faut relancer par la demande. C'est-à-dire que quand je parle de relancer par l'offre, c'est qu'on va vers la production, on va vers la création de richesses. On fait la promotion, n'est-ce pas, la promotion des richesses, on fait la promotion de la création de richesses, et on se dit, pour aider les gens, il faut plutôt leur donner du travail. Il faut plus les amener à participer à la production. Alors que les démocrates pensent le contraire. Les démocrates pensent qu'il faut donner les moyens aux gens pour qu'ils consomment. Et cela fait une différence fondamentale, en ce sens que les républicains plaident pour un gouvernement qu'ils appellent petit, small government, comme ils disent en anglais. Un gouvernement petit, ça suppose qu'il y a peu de programmes sociaux. Le gouvernement finance peu de programmes sociaux, et alors que les démocrates sont pour les gouvernements beaucoup plus larges, avec beaucoup de programmes sociaux. Donc cela, n'est-ce pas, va rejaillir sur la participation des États-Unis au plan des financements extérieurs ou de l'aide, tout ce qui a trait aux organisations qui aident. Les États-Unis auront tendance à donner moins que ce que les républicains et les démocrates faisaient jusque-là. Donc voilà, à mon sens, ce qui va caractériser la politique internationale. Jean Ledimo, il semble que le premier qui va payer les frais de l'élection de Trump aux États-Unis, c'est le Mexique. On a déjà parlé de cette chute brutale du coût ou bien de la monnaie mexicaine de pratiquement 13% après l'annonce des résultats officiels. Absolument. Le Mexique, très proche voisin des États-Unis, est en train de prendre un coup. Mais écoutez, il ne sera pas le seul. Il y a l'Europe qui va prendre un plus gros coup. Et là, je dois préciser que, en fait, les États-Unis vont plus se centrer sur elles. Parce qu'en fait, s'ouvrir veut dire dépenser. S'ouvrir veut dire investir trop de temps pour des questions qui ne rapportent pas directement. Moi, j'ai une autre lecture. Je pense que il s'agit, dans un premier sens, certainement de relancer par l'offre, mais surtout de faire redémarrer la compétitivité de l'industrie qui a pris un coup ces derniers temps, la compétitivité de l'économie elle-même, créer suffisamment de richesses et suffisamment d'opportunités d'emploi décents, pas des emplois comme ils l'ont été faits jusqu'ici pendant les 8 dernières années. Permettre aux Américains d'entrer de plus en plus dans les chaînes de valeur mondiales. Ils l'ont fait suffisamment, mais il faut toujours noter que dans les 10, 20, 30 années qui sont passées, il y a eu une forte désindustrialisation.
au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au profit de l'Inde, au profit de la Chine. Donc ça, c'est des sentiers sur lesquels les Américains devront s'investir. Si Cela suppose que, je vais dire, cette nouvelle définition, si vous voulez, de la politique économique des États-Unis, suppose bien évidemment un relâchement sur l'intervention à l'international. Absolument. Ils vont reculer à ce niveau. Et ils l'ont dit. Mais alors, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on risque de ne pas assister à ce qu'un des panélistes présentait tout à l'heure, à savoir une implication beaucoup plus marquée des États-Unis dans les États-Unis ne seront plus si engagés. Ils vont s'engager seulement lorsqu'ils auront reçu, ils seront parvenus à gérer leur situation intérieure, interne. C'est elle qui vous donne la possibilité d'aller plus loin. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur des questions de politique étrangère sans avoir résolu. À la fin, vous allez tomber au prochain mandat parce que vous avez quand même, vous allez demander le suffrage après 4 ans. C'est pas comme ici où ça dure 7 ans, c'est 4 ans. Donc la priorité sera de se recentrer sur ces questions purement économiques, rebâtir l'industrie, la compétitivité industrielle, gagner des parts de marché que les Chinois ont pu arracher jusqu'ici. Certainement, il faudra que les États-Unis, ils vont frapper un gros coup. C'est sûr qu'ils vont monter, comme je l'ai dit précédemment, ils vont monter les taux d'intérêt de manière mécanique, ce qui aura pour effet d'attirer des excédents d'épargne qui flottent sur les marchés extérieurs. Sauf que là, mon collègue en face oublie, n'est-ce pas, un élément très important de la géopolitique, c'est le terrorisme. Et les Américains comprennent, surtout les républicains, pensent qu'il faut aller combattre le terrorisme là où il est. Si on ne le combat pas, ils viendront les trouver. La guerre préventive. Absolument. Ils auront à cœur de le faire. Et ça, on l'a vu avec la dernière administration républicaine, Bush. Et c'est sur ça, justement, que les partis républicains se fondent, n'est-ce pas, pour aller se positionner au niveau mondial. Parce qu'il y a des foyers, n'est-ce pas, de développement du terrorisme. Non loin des choses, nous avons un foyer ici au Nord Cameroun, Boko Haram. Il ne faut pas oublier que les Américains ont des intérêts très importants au Cameroun. Et je peux vous dire, le pipeline Tchad-Cameroun, c'est des intérêts américains. Ils y ont mis beaucoup d'argent, ils ont beaucoup investi. Et si jusqu'alors, les Américains semblent ne pas s'intéresser au cas Cameroun, c'est parce que le pipeline ne connaît aucun problème. Mais je peux vous dire, dès qu'il y a un petit sabotage sur ce pipeline, vous allez trouver les Américains ici chez nous. Parce qu'en fait, leur intervention est quelquefois toujours dirigée vers la protection de leurs intérêts. Oui, ça c'est... Et Donald Trump l'a dit, il a dit il sera gentleman avec tout le monde à travers le monde lorsque les intérêts des Américains seront préservés. Tout à fait. Comme pour dire que si jamais il sent qu'il y a une situation qui pourrait hypothéquer ces intérêts américains, eh bien, on le verra bien sortir. Absolument. Pour ce qui est de l'Afrique, la sécurisation maritime, la sécurité maritime, elle est l'un des secteurs les plus importants, que ce soit le golfe de Guinée ou le golfe d'Aden. Vous savez que la base américaine se trouve de ce côté pour sécuriser le transport d'hydrocarbures et aussi pour prévenir naturellement la criminalité et tout ce qui se passe comme radicalisation, radicalisme islamique. Ça va de soi. Mais là où les États-Unis n'iront plus, c'est s'adosser fortement sur une action outre-Atlantique avec l'OTAN. Naturellement, ça va fragiliser massivement l'Europe. Parce qu'en fait, Donald Trump est un danger pour l'Europe. C'est pour cela que le président français dit que l'heure des incertitudes est en train d'arriver. En fait, Donald Trump n'ira pas dans cette logique de continuer à travailler beaucoup plus dans une politique outre-Atlantique à travers l'OTAN, mais beaucoup plus un resserrement et le contrôle toujours par pays pivot
comme ils le font jusqu'ici, parce qu'eux, ils n'interviennent pas de manière régionale, comme les Européens ou les Français, mais ils ont quelques pays pivots, c'est le Djibouti, c'est le Kenya, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est la Tanzanie, c'est l'Éthiopie. Pour ce qui est de l'Afrique, c'est des pays pivots, et le Rwanda, et pas les régions. Donc, ce qui est très stratégique, c'est parce que ça vous permet de dépenser beaucoup moins, mais tout en contrôlant de manière beaucoup plus effective. Alors, Marcel Zanga, sur cette question-là, on devrait s'attendre à quoi pour ce qui est de la politique américaine, je veux dire la politique internationale américaine. En Europe, c'est le début des incertitudes pour prendre donc cet homme politique européen. En France, non. En Russie, on a indiqué qu'en apprenant la victoire de Trump, on a applaudi à la Douma et que le patron de la diplomatie russe a indiqué que c'est un matin d'espoir pour la Russie, et donc du coup on s'attend à des relations nettement meilleures entre Trump et puis la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait s'attendre à un monde beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Disons que ce qui est atypique avec le cas Trump, c'est que le personnage est insaisissable. Je pense que Trump rompt avec beaucoup de traditions, et c'est pour ça que, de mon point de vue, l'expression de l'incertitude me semble la plus adéquate pour effectivement déterminer, qualifier la période dans laquelle la politique internationale va rentrer, dès lors qu'on n'est pas certain sur les options de politique étrangère qu'il va mettre en priorité, même si sur le plan de l'analyse et à partir d'un certain nombre de facteurs, on peut faire des projections, mais connaissant le personnage, il peut effectivement nous prendre en déroute sur l'une des pistes que nous traçons sur l'autre. Disons de manière plus générale que la politique étrangère des États-Unis ne varie pas beaucoup lorsque le pouvoir passe des démocrates aux républicains, parce qu'elle est largement fondée sur la préservation, la sauvegarde des intérêts américains à travers le monde, en raison d'un certain nombre de dépendances, notamment la dépendance énergétique que les États-Unis ont vis-à-vis de certains pays de l'Asie de l'Est, et plus récemment encore de certains pays en Afrique. Pour ce qui est du cas russe dont vous avez évoqué tout à l'heure, il faut déjà souligner le fait que lors de sa campagne, Donald Trump avait évoqué l'idée suivant laquelle un rapprochement avec la Russie serait quelque chose de bien, qui ferait du bien au monde entier. Et je pense que ce discours avait été écouté du côté des Russes et qu'il avait été salué. Et de mon point de vue et de la lecture que je fais des relations internationales, au moins ces dernières décennies, je pense qu'un rapprochement russo-américain ferait du bien au monde, parce que beaucoup d'analystes sont d'accord pour vous dire que les événements que nous avons vécus très récemment, avec notamment encore aujourd'hui le cas de la Syrie, faisaient une résurgence à ce qui était appelé la guerre froide à l'époque. Et donc on avait peur. Certains analystes sont même allés jusqu'à dire qu'on était aux portes d'une troisième guerre mondiale. Vous savez que le déploiement militaire que la Russie a fait pratiquement aux frontières de l'Europe, qui marquait le signal quand même d'un durcissement des relations. Et je pense que le fait que ce pont que Trump va jeter entre les nations outre-Atlantique, entre Washington et Moscou, voilà, entre autres, va réchauffer ces relations et permettra, de mon point de vue, de trouver des pistes à certaines crises. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'euro? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'euro? Parce que on a parlé de l'OTAN tout à l'heure. Mais on sait quand même que les États-Unis contribuent à pratiquement 70% au fonctionnement de l'OTAN. Maintenant, justement, la position des dirigeants européens est une position de sceptisme, puisque l'Union européenne est quand même le premier partenaire des États-Unis, que ce soit en matière commerciale ou dans les accords de coopération militaire. Vous avez cité l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une illustration forte de cette coopération. Et je pense que le discours de Trump pendant sa campagne à l'égard de l'Europe était un discours qui ne rassurait pas. Il faut le dire les choses ainsi. Et vous avez vu le ton
Et même les mots qui ont été employés dans les chancelleries européennes pour féliciter Trump, il y avait toujours un appel à la solidarité, il y avait toujours un appel à se souvenir que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont quand même une relation privilégiée. Chaque chef d'État qui a pris la parole pendant cette journée a mis cela en avant comme s'il voulait rappeler à Trump qu'il ne fallait pas qu'il aille outre les accords politiques qui existent entre l'Europe et les États-Unis. Donc il me semble, de mon point de vue, que ce qui va se passer, effectivement, c'est que Trump va imposer, en tout cas s'il en a les moyens, imposer à ses partenaires européens de se rapprocher de la Russie, même si je sais que le discours aura du mal à passer, en tout cas pour certains États comme la France et l'Allemagne. Mais je pense que Trump va essayer de jouer cette carte, un rapprochement global, parce qu'il me semble qu'il est également porteur d'une vision pour la solution d'un certain nombre de crises qui s'enlissent et dont aujourd'hui on n'entrevoit pas de porte de sortie. Et je suis convaincu que ce rapprochement permettra, sinon de résoudre au moins la crise, au moins de relancer de véritables négociations entre Européens et Américains. C'est ça, il faut s'attendre à voir un Trump aussi engagé que ses prédécesseurs dans la lutte contre le terrorisme, la guerre préventive, ou bien les messages ou les signaux qu'il a envoyés de votre point de vue indiquent que désormais il devrait réfléchir 2 fois avant de s'engager dans quoi que ce soit à l'international. Bon, pour ce qui est de la politique internationale aux États-Unis, il faudrait noter que ça ne dépend pas de la volonté du président. Aux États-Unis, il y a beaucoup de structures et beaucoup d'organisations économiques même qui font pencher la balance sur une ou l'autre décision quand il s'agit de l'intervention extérieure. Mais la politique internationale actuelle va aboutir sur 2 ou 3 grands axes. C'est-à-dire que les Américains viennent de dire non à la globalisation de la misère et du risque, mais oui à la globalisation des intérêts pour leur bien-être. Et ça, c'est une politique qu'ils pratiquent chaque fois qu'il y a une crise. N'oublions pas que depuis 2004, le monde entier et les Américains en premier vivent une crise financière où ils dépendent largement des avoirs des autres pays qui se sont enrichis sur le pétrole. Donc, le recentrage sur le plan économique à un protectionnisme, c'est pour éviter de continuer à être dépendant. Maintenant, pour maintenir leur image, parce qu'il a fait sa campagne sur la Great America, la grande États-Unis. Et ça veut dire qu'ils vont essayer de maintenir leur position de leader sur le plan du contrôle planétaire, ne serait-ce que militaire, et d'être leader sur un domaine. Vous souvenez-vous quand Reagan est venu au pouvoir, c'était à peu près la même situation. Il a lancé la guerre des étoiles. Tout le monde disait que l'économie américaine ne peut pas soutenir, mais il s'est dit que ce positionnement-là va permettre aux États-Unis d'être premiers. Donc, moi, je pense que la première conséquence de l'approche internationale de Trump serait une polynucléarisation du monde, avec des centres d'intérêt reconnus à chacun. Parce que le monde avait été redistribué entre les grands, de telle manière que l'Europe s'occupait de l'Afrique, personne n'y touchait. Les États-Unis s'occupaient de leur enclave Israël au Moyen-Orient pour contrôler tout le Moyen-Orient et tout le pétrole arabe, personne n'y touchait. La Russie avait son Asie et une partie de personne ne parlait. Après la chute du mur de Berlin et la nécessité de redessiner cette frontière d'influence, nous sommes entrés dans une grande période d'incertitude qui continue. Même maintenant, l'avènement de Trump est en train de... Parce qu'aucun pays, que ce soit la Chine ou l'Europe ou les États-Unis, n'a voulu prendre une position claire pour dire aux autres grands, venez nous asseoir. Chacun, surtout l'Europe, c'est-à-dire l'Occident judéo-chrétien, a cru à un moment donné que le monde lui était, n'est-ce pas, donné comme ça. Est-ce que vous allez dire que cette mise en coupe réglée du monde va disparaître? Elle ne va pas disparaître, je dis qu'on va redistribuer. Et les conséquences pourraient être lesquelles? Les conséquences pourraient être que les peuples comme nous, si nous ne prenons pas notre place maintenant, et puis nous allons rentrer encore 50 ans dans une autre domination européenne, parce que les États-Unis vont dire aux autres, ok, asseyons-nous, vous avez le nucléaire, on ne peut pas faire la guerre nucléaire. Chacun rentre dans son fief. La Russie, on ne te touchera pas, mais ne nous touche pas ici. Vous, l'Europe, rentrez, sauvegarder nos intérêts en Afrique. Et la France va revenir. Quand vous voyez nos chefs d'État courir pour aller, c'est parce que cette affaire est en train d'arriver. Et Trump risque d'accélérer ça. Mais
Si nous avons compris suffisamment ce message, que chaque fois que les États-Unis sont en train de se reconstruire ainsi, il y a derrière, sur le plan militaro-diplomatique et culturel, une sorte de redistribution de cartes avec une prise en main forte de chacun. C'est-à-dire que les États-Unis, chaque fois que quelqu'un ne va pas bien faire son travail, vont prendre la parole parce qu'ils se seront fait une santé à l'intérieur. Parce qu'ils veulent se faire une santé à l'intérieur pour intervenir avec beaucoup plus d'efficacité. Parce qu'on a vu que partout où ils ont voulu intervenir, ces derniers temps, ils se sont enlisés. C'est pour ça que Barack Obama, lui, l'avait proposé qu'on se retire un peu, on essaye. Mais les républicains, eux, ils vont revenir sur leur principe simple. On se reconstruit, on se repositionne comme leader, on donne à chacun sa zone d'influence, et puis on cogne ceux qui ne vont pas pouvoir faire le travail, ou bien on vient le faire à leur place. Dans ce cas, nous, les Africains, nous avons des urgences, et je vais continuer à le dire. Nos peuples doivent prendre la décision de confier la gestion de leur destin aux hommes légitimes. Et ensuite, maintenant, nous devons pousser vers une véritable intégration africaine pour essayer maintenant, nous aussi, de commencer à protéger nos intérêts. Parce que chaque fois qu'il y a un danger, il y a une opportunité. Et l'opportunité que nous offre cette élection de Trump, c'est que nous levons enfin la tête et que nous aussi, nous tenons leur discours. Nous avons sur nous, par exemple, les APE, qui sont en train de nous être imposés. Mais l'attitude normale ne serait pas de commencer, n'est-ce pas, à crier dessus, à dire qu'on se bat. L'attitude normale serait de bien regarder sur quel côté on pourrait capitaliser cela et les retourner contre ceux qui veulent nous les imposer. Avant d'arriver sur la question des APE, Aïn Tidem, est-ce que il faut penser à une autre façon de concevoir la lutte contre le terrorisme dans le monde avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche? Oui, je dois vous dire que l'élection de Trump a dû envoyer un signal fort aux terroristes. Parce qu'ils savent bien que les républicains ont la gâchette facile, comme je l'ai dit tantôt. Ce qui va changer fondamentalement sur l'approche sécuritaire des États-Unis, c'est les relations au sein de l'OTAN. Et Trump l'a dit clairement, et c'est ça qui inquiète les Européens, parce qu'il a dit que les États-Unis ne vont plus porter l'OTAN. Parce qu'en fait, toute l'Europe s'abritait sur les États-Unis, sur le parapluie des États-Unis, dans le cadre de l'OTAN. Je peux vous dire, par exemple, que quand il a fallu que Sarkozy vienne détruire l'arsenal de défense aérienne libyen, s'il n'y avait pas les avions américains, la France n'aurait jamais pu détruire l'arsenal de défense aérienne que la Libye avait acquis à la Russie. Donc, en fait, les pays européens s'adossaient sur les États-Unis pour, n'est-ce pas, s'imposer aux autres peuples. Ce ne sera plus le cas, Trump leur a clairement dit. Et c'est pour ça qu'ils sont sous pression maintenant. C'est très grave. Cela dit, sur le plan économique, le même principe va guider la politique étrangère américaine. Les intérêts, il n'y a pas d'amis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Et c'est ça qui va guider la politique extérieure américaine. Alors, donc, comme ils vont mettre les Européens en parenthèse, ils vont travailler beaucoup plus avec les Russes en matière de sécurité. Mais sur le plan économique, ce sera pas, ils ne vont pas céder du terrain aux Russes. Là, c'est les intérêts qui seront en jeu, ils ne vont pas céder du terrain. Donc, alors, il faudra concevoir différemment la lutte contre le terrorisme. On peut bien compter sur les États-Unis aujourd'hui. Parce que les démocrates pensent que pour résoudre des conflits, il faut procéder, il faut passer par la diplomatie. Ils privilégient la diplomatie. La guerre, c'est le dernier ressort. Alors que les républicains pensent qu'il faut aller frapper et s'asseoir à la table après pour en parler. Donc ça va changer, l'approche va changer. Et cela, vous allez voir, si vous vous rappelez ce qui s'était passé avec l'élection de Reagan, puisqu'on en parle aujourd'hui, avant l'élection de Reagan, il y avait des otages américains en Iran. Et puis ceux qui ont, à l'époque, c'était free the hostages partout, il y avait des pins partout qu'on distribuait, avec Jimmy Carter qui a complètement échoué. Dès qu'on a élu Reagan, d'abord, il y a eu des négociations, il a envoyé, n'est-ce pas, un commando spécial libérer ces otages. On a pu négocier. On a libéré les otages et on a négocié, on en a parlé après. Donc ce sera beaucoup, j'entrevois une approche similaire, une approche de brimade, ça il faut le dire, parce que quoi qu'on dise, les guerres font marcher les affaires. Il faut le reconnaître. Non seulement on vend les armes pendant les guerres, mais on détruit pendant les guerres, il faut reconstruire. Les contrats de reconstruction, n'est-ce pas, font fonctionner les affaires. Et si Trump a réussi à financer sa campagne seul, vous comprenez qu'il va vendre cher la possibilité d'avoir des contrats, n'est-ce pas, ces contrats-là juteux,
qui se passent, qu'on signe après les guerres pour reconstruire, qu'on signe après les guerres pour exploiter le pétrole, et ainsi de suite. Donc voilà, les enjeux, ce sera à ce niveau-là. Les enjeux sur le plan de la politique internationale. Alors, Georges Mongori, on a commencé à développer tout à l'heure sur le cas de l'Afrique. Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir particulièrement une politique américaine de l'Afrique? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'avec Trump, ce sera plus marqué? Ou bien l'Afrique va continuer à ne pas figurer dans l'agenda des Américains? On a quand même observé que pendant toute la campagne électorale, on n'avait pas le sentiment que l'Afrique était une préoccupation pour les candidats américains. Véritablement, c'est un peu difficile. Vous savez que l'Afrique n'a jamais réussi à avoir un modèle d'accumulation qui est pignon sur rouge. Nous avons un modèle d'accumulation de type rentière, extensive, qui ne nous permet jamais d'être suffisamment résilient pour la plupart des cas. La diversification des économies commence à peine à commencer. Entre-temps, nous sommes rentrés dans une logique de tendance baissière des cours qui ne va pas s'estomper avant 2020. Les prix du pétrole resteront bas parce que la production du pétrole de schiste va augmenter avec des quantités qui viendront non plus seulement des États-Unis mais de la Chine et de la Russie. Donc, d'une manière générale, les économies africaines, à moins qu'elles aient pris quelques dispositions, quelques rares l'ont prise, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et quelques-unes, qui ont un certain niveau de résilience déjà. Je ne pense pas que dans les prochaines années, à moins que nous voyons très clair, et on devrait voir très clair, la situation qui nous est donnée aujourd'hui nous permet certainement de toucher le point le plus important du développement de nos économies. On a aujourd'hui quelqu'un qui est le grand gendarme du monde qui ne va plus trop s'intéresser à Alors, vous semblez dire qu'en réalité, il n'y a pas à attendre quelque chose de fondamental dans la qualité de la coopération entre l'Afrique et les États-Unis du point de vue économique. Il s'agit pour les Africains de s'organiser eux-mêmes de s'organiser eux-mêmes, surtout pour ceux qui sont francophones, de savoir que c'est le moment ou jamais de casser le cordon. On peut réfléchir sur l'amélioration de cette coopération-là. Il y a des instruments qui existent, il y a des institutions. Je crois que à partir du moment où les Européens sont par ricochet affaiblis, parce qu'ils ne peuvent plus s'adosser suffisamment sur les États-Unis, qui ne veulent plus faire fonctionner beaucoup le levier autant. Du coup, nous sommes dans une situation où les Africains, pourvu qu'ils développent les instincts associativistes de manière suffisante et qu'ils engagent vers des logiques d'intégration régionale et vers une continentalisation des logiques de stratégie pour l'avenir, on pourrait normalement utiliser ces moments-ci pour asseoir et l'avènement d'un franc africain, la constitution des zones de libre-échange au niveau africain, parce qu'en fait, les républicains, c'est la démarche vers laquelle ils iront. Le libéralisme économique qui voudrait que les gens aillent vers des ensembles beaucoup plus larges et qu'ils deviennent de plus en plus indépendants eux-mêmes. En fait, c'est un bon moment, quelque part, parce qu'il devrait avoir un certain desserrement des pressions venant de l'Europe, parce que elle ne se sentira plus fortement supportée par les États-Unis et parce que les nouvelles puissances venant du Sud, l'Inde, la Chine, qui sont en train de monter, parce qu'il faut toujours le dire, aujourd'hui, le Brésil, par exemple, est devant la France comme puissance en termes de PIB, l'Inde est devant la France également. Et donc, en fait, on est en train d'avancer. C'est le moment pour nous de
resserrer ses liens avec les puissances du Sud pour qu'on s'intègre progressivement dans les chaînes de valeur et agricoles et industrielles, et que, parce qu'en fait, ce n'est qu'en s'intégrant dans ces chaînes de valeur qu'on crée des emplois pour nous jeunes, surtout pour nous, l'Afrique, qui avons un dynamisme démographique énorme, qui devons faire face chaque année à un flux de 20 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui, pendant une vingtaine d'années, a vu son économie se désindustrialiser, le taux d'industrialisation étant passé de 15% du PIB à peu près 10% aujourd'hui. Nous avons tout intérêt en ce moment de faire en sorte que nous repartions vers cette industrialisation de nos économies, et parce que ce n'est que ça qui va nous permettre de créer et la valeur et les richesses et des emplois pour nos jeunes. Voilà. Marcel Zanga, sur cette question-là, les États-Unis et l'Afrique, à côté de cette dimension économique développée par Georges Edimo, est-ce qu'il faut envisager une nouvelle façon de concevoir, je vais dire ça comment? On sait que très souvent, lorsqu'on parle des États-Unis, l'idée que Washington renvoie, c'est le libéralisme, que ce soit sur le plan politique, la démocratie, les droits de l'homme. On pourrait s'attendre à voir les États-Unis insister une fois de plus sur ces valeurs-là avec l'arrivée de Trump, notamment sur le continent, avec la situation politique qui est vécue par les États. On a l'impression qu'il y a toujours de petits tripatouillages en ce qui concerne les élections, toujours quelques soucis en ce qui concerne les droits de l'homme. Bon, alors, disons que l'Afrique dans le discours politique américain est relativement absente. Vous avez vu tout au long de la campagne, contrairement à ce qui se passe dans certains États en Occident, je veux dire en Europe, il y a effectivement un pan du discours politique pendant les campagnes qui concerne l'Afrique. Il semble que les Américains sont plus dans la doctrine du respect des zones d'influence, une sorte d'accord tacite qui sont passés avec les Européens pour dire effectivement que l'Afrique semble être une zone d'influence plus européenne qu'américaine. Et donc, les États-Unis s'abstiennent très souvent d'avoir une politique d'intervention directe. D'ailleurs, la politique africaine des États-Unis très souvent fonctionne sur le schéma des États pivots, à travers lesquels ils réussissent à contrôler, du moins à stabiliser des régions. Mais il faut dire que si cette politique n'a pas trop souffert pendant la guerre froide, il faut qu'après la guerre froide et beaucoup plus à l'ère contemporaine, les États-Unis ont une manière beaucoup plus offensive d'intervenir en Afrique. Il y a une certaine relativisation de cette fameuse idée des zones d'influence, notamment par la question du terrorisme. D'abord parce qu'il y a un lien, et là j'articule avec la question que vous m'avez posée, parce qu'il y a un lien effectivement entre le terrorisme et ce qu'ils appellent les rock states ou les failed states, les États en faillite. Ils estiment effectivement que les États en faillite peuvent être des bastions à travers lesquels, ou du moins à l'arrière-pays desquels, des mouvements terroristes peuvent trouver des conditions favorables pour éclore. Et donc effectivement, la politique africaine des États-Unis est axée également sur cette promotion, la promotion du développement. Sous la présidence de Bill Clinton avait été mise en place cette belle idée de la diplomatie commerciale, mais aussi et surtout la promotion de la démocratie. Et je pense que je touche là très exactement à la question que vous m'avez faite. Effectivement, il y a dans la façon dont les gouvernements américains successifs ont coopéré avec les États africains, un certain nombre de requis, un certain nombre d'attentes que les États-Unis ont mis à charge des États africains, notamment pour avoir éventuellement certains avantages sur le plan de la coopération, en demandant effectivement à ces États de libéraliser l'économie, la libéralisation de l'économie, le respect des libertés fondamentales, des libertés publiques et des droits de l'homme, la gouvernance dans les États, la lutte contre la corruption, qui est l'un des critères les plus essentiels à travers lesquels les États-Unis lisent leur partenariat avec les États africains. De mon point de vue, il me semble que cette politique va être maintenue
elle va être maintenue, ce d'autant plus que les États-Unis veulent sortir de leur dépendance énergétique vis-à-vis du Moyen-Orient et donc comptent sur certains réservoirs pétroliers comme dans le Golfe de Guinée. Et on sait très bien que les États de ces zones sont dans la situation de stabilité. Effectivement, donc on va effectivement continuer à insister sur le renforcement des institutions, l'indépendance des institutions, la lutte contre l'impunité et la corruption. Je pense que de mon point de vue, il ne serait pas surprenant que ce discours même là se durcisse quand on connaît le personnage qui arrive au pouvoir aux États-Unis, d'autant plus que le Congrès lui est complètement acquis. Les républicains ont la majorité au Congrès et même au Sénat. Ils ont 51 voix sur 49 actuellement au Sénat. Donc il y aura plus une facilité pour Donald Trump de faire passer, n'est-ce pas, sa politique. Alors, Serge, on est en train de sortir de l'émission. Pour ce qui concerne les rapports, si aujourd'hui on saisit l'occasion de cette élection présidentielle des États-Unis pour faire le point avec dans la coopération entre le Cameroun et les États-Unis, est-ce qu'on peut se satisfaire de cette question aujourd'hui, notamment sur ce qui concerne les aspects politiques? Il a évoqué tout à l'heure Marcia Zanga, les valeurs qui sont véhiculées, portées par les Américains aujourd'hui, avec tout le temps de cette coopération-là. Aujourd'hui, on peut se satisfaire et espérer que demain sera meilleur avec l'arrivée de Trump. Non, pas du tout. Nous n'allons pas compter sur les autres pour faire de nous des États viables. Les États-Unis n'ont jamais, n'est-ce pas, essayé lorsqu'ils étaient pleinement en train de contrôler l'Amérique latine, ils n'ont jamais aidé les peuples américains de l'Amérique du Sud à devenir des véritables démocraties. Tout ce qu'ils veulent pour l'Afrique, c'est qu'on reste de manière indirecte des réservoirs sur tous les plans. Et que, n'est-ce pas, nous soyons des champs d'expérimentation. Vous savez que la plupart de tout ce qu'ils font sur le plan agricole de nature transgénique, ils essaient de l'expérimenter en Afrique. Ils savent bien que s'il y a là-bas des États où règne la démocratie et où les peuples ont une légitimité, ça ne pourra plus être géré ainsi. Non, moi je ne peux pas être de cet angélisme-là. Les Américains vont faire la politique et la coopération qui est bien pour les citoyens américains. Si les Africains ne se réveillent pas, ils vont nous taxer de républiques bananières et de narco-États pour venir nous imposer certaines manières de faire qui ne seront pas de la démocratie. C'est à nous de sortir, n'est-ce pas, des monarchies prébandières qu'on laisse installer. Moi, je dis la seule leçon, que ce soit sur le plan de la coopération internationale ou militaire, que nous pouvons tirer de cette élection, c'est qu'il faut oser et croire en soi si on veut devenir une nation fiable, viable et forte. C'est tout. Les peuples africains, la jeunesse africaine doit se lever, s'instruire de l'histoire et des événements qui se passent et prendre son destin en main. Je ne compte pas sur les autres. Voilà. On va se séparer, peut-être un mot de fin. Oui, tout à fait. Je voudrais mettre un bémol sur ce que M. Zanga vient de dire. Ce n'est pas parce que toutes les deux chambres sont acquises au Parti républicain que les choses seront faciles, ou forcément faciles pour Trump, parce qu'aux États-Unis, le système politique n'a pas de discipline de parti. Il n'y a pas de discipline de parti là-bas. Donc on a bien vu, et ça se passe très souvent. C'est juste une présomption. Tout à fait, des oppositions au sein d'un même parti. Cela dit, si vous avez suivi ce que Trump a dit des dirigeants africains, il a une vision très archaïque, n'est-ce pas, des dirigeants africains. Donc le ton va durcir et les contributions que les États-Unis donnent à l'Union africaine risqueront de prendre un coup. Ils vont conditionner cela à l'amélioration de la démocratie et d'un certain nombre de mots qui minent l'Afrique, à savoir la corruption, la mauvaise gouvernance et ainsi de suite. Donc autrement dit, les leaders africains qui ne s'inscrivent pas dans le chemin de la bonne gouvernance ont tout à fait. Oui, donc à bien se tenir, Trump ne sera pas tendre avec eux. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Aïe Nidem, on vous remercie d'être venus. C'est toujours un plaisir de vous voir partir de Yaoundé pour venir participer à cette émission. Infiniment merci. Moi, tout remercie. Merci également d'être venu, Georges Eddy Momongoré. Merci, Duval, merci. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous et merci à vos téléspectateurs qui, je crois, ont été satisfaits. Et bon vent à l'UPC. Absolument, nous sommes debout, nous sommes en marche. Merci d'être venu, Marcel Zanga. Merci, Duval. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre édition de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.